Probiotiques, prébiotiques, symbiotiques ou encore même psychobiotiques, vous ne savez plus où donner de la tête dans la pléthore de choix proposés. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler médecine microbiotique autour du dernier ouvrage du docteur William Berrebi, gastro-entérologue et interniste à Paris. Livre intitulé « La médecine microbiotique, votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé », publié aux éditions Marabout. Bonjour docteur Berrebi. Bonjour Jennifer. Alors merci d'être avec nous en plateau pour parler de votre livre. Alors vous commencez votre livre en comparant le microbiote intestinal à Maître Yoda. Tout à fait. En quoi sont-ils comparables ? Tout à fait. Alors en fait, faut savoir déjà que le microbiote intestinal, on connaît sa composition précise depuis peu de temps finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque c'est 2008, grâce à de nouvelles techniques de métagénomique, qui ont permis, grâce à l'ADN, en récupérant l'ADN des bactéries et des parasites, virus et autres, du microbiote intestinal, d'identifier vraiment ce qu'il y avait. Donc 39 000 milliards de bactéries, je le rappelle, c'est considérable, 1,4 à 2 kilos et 1000 espèces différentes. Et en fait, ce monde invisible, c'est lui qui régule toute notre santé en réalité. Tous nos problèmes de santé, ou en tout cas une très grande partie, proviennent d'un dysfonctionnement à ce niveau-là. Et cette force invisible qu'on ne voit évidemment pas, je l'ai tout de suite vue en comparaison avec le fameux taux de midi-chlorien de Maître Yoda et des Jedi en particulier, puisque je suis un fan de la saga. Et donc je me suis dit effectivement, la force du Jedi, eh bien, l'équivalent chez l'humain, c'est le microbiote intestinal. On parle souvent aussi de deuxième cerveau quand on parle du microbiote intestinal. Qu'est-ce que vous pensez de cette appellation ? Alors, moi, je l'appelle le premier cerveau ou patron du corps humain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, deuxième cerveau, ça voudrait dire qu'il dépend du cerveau, du système nerveux central. Or, en fait, c'est l'inverse. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'en cas de dysbiose intestinale, par exemple, on va avoir différents troubles, stress, anxiété, troubles de l'humeur. Et en fait, notre santé, elle est régie et régulée par le microbiote intestinal et non pas par le système nerveux central. Donc c'est pour ça que moi, je préfère l'appeler premier cerveau. Et donc il y a la composition du microbiote intestinal, elle est différente d'un individu à l'autre. À quel point elle est différente d'un individu à l'autre ? Alors effectivement, elle peut être très différente d'un individu à l'autre. Alors ça va dépendre de plein de facteurs, mais notamment la naissance. C'est-à-dire que ça va se jouer à la naissance. Pour deux raisons. La première, c'est que vous n'allez pas naître de la même manière, selon la voie basse ou césarienne. Si un nouveau-né vient par voie basse, il va récupérer le microbiote intestinal de sa maman, quasiment un copier-coller, si je puis dire. Et là, en fait, c'est lui et sa chance. Soit le microbiote de la maman est de bonne qualité et le nouveau-né récupère un microbiote top, donc là, c'est le jackpot, ou bien le microbiote de la maman est altéré pour X raisons, et à ce moment-là, il récupère un microbiote de moins bonne qualité. Une fois que vous avez ce microbiote, il est quasiment fixe en fait, tout au long de la vie, mais il va se modifier en fonction de ce qui va se passer au cours de la vie, les événements de la vie. Effectivement, et vous utilisez même le terme, il me semble, de vie tumultueuse du microbiote ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui va agir sur le microbiote au fur et à mesure de la vie ? Alors, donc, je termine juste par rapport à l'accouchement, puisque si vous naissez par césarienne, à ce moment-là, vous n'allez pas avoir le microbiote de la maman, évidemment. Et là, votre microbiote, il va se former par le contact avec la peau. Donc le contact avec la peau de la maman, les tétés, le biberon, etc., etc. Donc là, ça va être plus long et le microbiote, au lieu d'être quasiment instantanément fixé, il va l'être vers l'âge de 3 ans. Donc déjà, il y a une différence. Et d'ailleurs, il y a des pathologies qui surviennent plus chez les enfants qui sont nés par césarienne, par exemple les allergies, que chez les enfants qui sont nés par voie basse. Très bien. Et au cours de la vie, on disait ? Voilà. Donc la vie tumultueuse, ça veut dire que ce qui va se passer ensuite, une fois que vous avez eu votre microbiote, eh bien, ça va modifier beaucoup la composition. Par exemple, un nouveau-né ou un nourrisson qui a beaucoup d'infections, beaucoup d'otite, etc., et qui prend des antibiotiques parce qu'il faut le soigner, eh ben, il va abîmer son microbiote. Si un nouveau-né, nourrisson ou jeune enfant n'est pas bien nourri pour une raison X ou Y,
il n'a pas une bonne diversification alimentaire, il n'a pas un apport de fibres suffisant, il va avoir un microbiote qui va être de moins bonne qualité que l'enfant qui sera bien nourri avec une alimentation équilibrée et des produits sains. Et puis après, évidemment, il y a tous les événements de la vie qui peuvent survenir à n'importe quel âge finalement. Une infection, une opération, un accident, un stress chronique lié à un problème familial. Donc tout événement, si vous voulez, extérieur, médical ou psychologique, prolongé, va induire un impact sur le microbiote intestinal. Et c'est pour ça que déjà, on a tous un microbiote différent, puisqu'il y a 39 000 milliards de bactéries, 1000 espèces, et donc la recombinaison de tout ça fait qu'on a une empreinte microbiotique spécifique, comme l'empreinte digitale, en fait. Hein, c'est la même chose. Et après, au cours de la vie, ça va changer en fonction de ce qui va se passer. Vous dites aussi que le microbiote des enfants de nos jours est un petit peu moins complexe, si je puis dire, que ceux des générations précédentes. Comment ça s'explique ? Alors, tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, le microbiote des enfants est moins varié que le microbiote d'il y a 30 ou 40 ans. Et donc, malheureusement, ça vient par le fait des modifications alimentaires, en grande partie, puisqu'on mange moins bien, globalement. Il y a plus de produits sucrés, plus de produits gras, il y a beaucoup de sodas, de gâteaux, etc., fast-food, junk food, etc. Il y a évidemment la pollution alimentaire, donc les métaux lourds, par exemple, dans les poissons, les insecticides, etc., les hormones, etc. Donc, globalement, on se nourrit moins bien aujourd'hui qu'il y a 40 ou 50 ans. Ça, c'est clair. À partir de là, il est évident que le microbiote est de moins bonne qualité, puisque le microbiote dépend de l'alimentation, puisque si vous mangez beaucoup de fibres de bonne qualité, donc légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes, eh bien, vous allez avoir un bon microbiote. Et si vous mangez trop gras, trop sucré, vous allez avoir un moins bon microbiote. Et qu'est-ce que ça engendre justement chez ces enfants de ces nouvelles générations ? Est-ce que ça engendre des risques ? Alors, oui, plusieurs, puisqu'on sait que... alors, il y a plein d'exemples, je pourrais vous en donner plein, je vais vous en donner 3. Il y a l'obésité. On sait que l'obésité, elle est en explosion, linéaire et voire exponentielle dans les pays industrialisés. Il y a davantage de maladies auto-immunes qu'avant. Alors ça s'explique par le fait que, en fait, les maladies auto-immunes vont se développer. Prenons l'exemple de la sclérose en plaques, par exemple. On sait que si vous avez un microbiote de mauvaise qualité ou déséquilibré, qui a été abîmé pour une raison X ou Y, vous allez avoir un intestin qui va devenir poreux, un intestin trop perméable. Cet intestin trop perméable va donc laisser passer des substances, donc des métaux lourds, des bactéries pathogènes qui devraient normalement rester bloquées mais qui vont passer et qui vont aller induire dans différents organes une réaction auto-immune. Et il y a de plus en plus de maladies auto-immunes dans les pays industrialisés. Et autre exemple vraiment remarquable dans le sens de la manière d'illustrer ce que je suis en train de vous dire, c'est que la maladie de Crohn, par exemple, est liée à l'industrialisation d'un pays. C'est-à-dire que moins un pays est développé ou dit développé, moins il y a de maladies de Crohn. Et au fur et à mesure de l'industrialisation d'un pays, on voit la courbe s'ascensionner et on voit le nombre de cas augmenter. Et ça a été observé dans le monde entier. Et c'est lié, évidemment, en grande partie à l'alimentation et aux fameux additifs et émulsifiants qui sont dans quasiment ou dans tous les produits industriels. Vous l'avez dit, l'obésité, elle est en explosion partout dans le monde, effectivement. C'est assez multifactoriel, j'imagine, cette explosion de l'obésité, mais à quel point le microbiote est responsable, si je puis dire, ou quel est le rôle du microbiote dans cette augmentation ? Alors, le microbiote, il joue un rôle très important. D'ailleurs, il y a des probiotiques qui existent et qui peuvent être utilisés dans l'obésité. La souche Hafnia alvei, qui permet de perdre du poids, 5-6 kilos en moyenne. Alors, comment ça agit ? En fait, on sait que la personne qui est en obésité, il va avoir un microbiote moins varié et avec un déséquilibre entre les bonnes bactéries, qui sont les lactobacilles et les bifidobactéries, et les mauvaises bactéries. On va dire ça pour schématiser. Et donc, ce déséquilibre va faire que ça va envoyer des informations au cerveau. Et le contentement de la personne lorsqu'elle va manger ne va pas être le même que pour quelqu'un qui n'est pas en obésité. C'est-à-dire que vous prenez un repas standard et la personne standard, enfin pas en obésité, ne va pas avoir de frustration.
La personne obèse, oui, et il va devoir manger plus gras, plus sucré. Donc, évidemment, il va continuer à prendre du poids. Cette prise de poids et cette augmentation d'apport de produits gras et sucrés va aggraver sa dysbiose, donc ce déséquilibre du microbiote, qui va à son tour aggraver encore la relation avec le cerveau, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que le traitement de l'obésité est une problématique énorme, puisque c'est multifactoriel, et que c'est compliqué quelque part de réguler ce dysfonctionnement. C'est un vrai cercle vicieux, vous l'avez bien illustré. Complètement. On parle beaucoup, en tout cas c'est beaucoup mis sur le devant de la scène, des greffes en ce moment du microbiote. Microbiote fécal. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ces greffes ? Alors, là, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais développer un petit peu. Si vous voulez, aujourd'hui, en France, il y a une seule indication. Cette indication, ce sont les infections récidivantes à une bactérie particulière qui est Clostridium ou Clostridioides difficile. Cette bactérie se développe lorsque un patient va en réanimation ou lorsque vous prenez des antibiotiques. Ça va déséquilibrer votre flore et cette bactérie va prendre le dessus en quelque sorte. Voilà la seule indication de la transplantation fécale aujourd'hui. Alors, il y a des kits qui sont vendus sur Internet pour équilibrer votre... C'est très dangereux, évidemment. Ce n'est pas efficace. Vous risquez de contracter une infection des selles de quelqu'un qui vous sera donnée. Puisque, si vous voulez, la greffe fécale ou transplantation de microbiote fécal répond à des règles extrêmement précises. On sélectionne le donneur, on vérifie qu'il n'a aucune infection, qu'il n'a pas de pathologie psychiatrique, de maladie auto-immune, etc. Donc c'est comme une greffe rénale ou une greffe hépatique, c'est exactement pareil, si vous voulez, en termes de sélection des donneurs. Donc il ne faut pas jouer à essayer de se greffer tout seul. Dans les autres indications, il y a d'autres indications potentielles. La maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, l'obésité, le diabète, mais elles sont en phase d'étude. On est encore dans la recherche à ce niveau-là, et il y a des protocoles qui sont mis en place pour voir si on peut élargir l'indication à ce type de pathologie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que c'est plus complexe, et il faut notamment... Et ça, on l'a découvert il n'y a pas très longtemps, par exemple, pour la maladie de Crohn, les résultats ne sont pas très bons parce qu'en fait, il faut une compatibilité donneur-receveur entre les selles du donneur et du receveur. On l'a découvert il n'y a pas très longtemps. Donc tout ça fait que ça prend un peu de temps. Et puis, il y a eu aussi du retard de prix à cause de la Covid-19, puisque depuis le début de cette pandémie, c'est quasiment impossible de mettre en place des protocoles, puisque les donneurs doivent être indemnes d'infection. Et comme tout le monde a rencontré le virus au moins une fois, et ben en fait, ça a beaucoup freiné l'évolution des études sur la transplantation fécale. Oui, puis comme vous l'avez dit, ça reste récent. Je veux dire, ce travail sur le microbiote, sur les transplantations et tout, donc il faut du temps pour savoir un petit peu vers où on va. Tout à fait. Et puis on ne peut pas jouer non plus, il ne faut pas faire n'importe quoi, puisque le microbiote, c'est le patron du corps humain, et dedans, il y a tout ce qui régit votre santé. Donc, prenons un exemple. Si vous prenez le microbiote de quelqu'un qui a un microbiote propre à développer un cancer du côlon ou une maladie d'Alzheimer, et que vous le greffez à quelqu'un, eh bien, il peut développer dans l'absolu une maladie d'Alzheimer. Ça a été démontré pour l'obésité en faisant une greffe fécale de quelqu'un qui était obèse vers quelqu'un qui était maigre, et la personne qui était maigre s'est mise à prendre du poids. Ah oui, ça a été démontré chez la souris, puis chez l'humain. Oui. Donc, si vous voulez, on transplante plus que de simples bactéries, puisque c'est elles qui régulent finalement la santé. Donc, il faut être on transplante un écosystème, en fait, complet. Un écosystème complet qui va agir, qui va interagir avec les autres organes. Donc, il faut le faire vraiment avec un recul important et avec toutes les garanties de sécurité. Oui. Vous parlez de plusieurs pathologies dans votre livre. Vous en avez mentionné encore plusieurs là, à ce moment-là. C'est vrai qu'on entend de plus en plus réguler votre microbiote pour soigner telle ou telle pathologie ou pour influer sur telle ou telle pathologie. Comment est-ce qu'on peut démêler le faux du vrai dans tout ça ? Voilà, c'est ça. Alors, c'est un énorme marché, effectivement, notamment les probiotiques. C'est plus d'1 milliard en France. Alors, en fait, il faut déjà... On y reviendra peut-être après sur les prébiotiques et probiotiques, postbiotiques, sur le descriptif. On y reviendra plus tard. Mais les probiotiques, si vous voulez, donc l'industrie pharmaceutique ou même des start-up, il n'y a pas que l'industrie pharmaceutique pure, développe et commercialise beaucoup de probiotiques, des centaines, voire des milliers.
avec des allégations, comme on dit, c'est-à-dire, ils disent, voilà, ça marche sur l'intestin irritable, sur le rhume, la grippe, etc. Et en fait, dans les études cliniques bien menées, randomisées, telles que je les collige moi, telles que je les centralise pour les mettre dans mon livre, il n'y a que quelques dizaines de probiotiques validés chez l'humain. Et donc, si vous voulez, il faut se baser sur les souches et les noms commerciaux de produits qui ont été validés chez l'humain. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Médecine microbiotique, puisqu'il y a une telle floraison de probiotiques que le patient, il voit sur Internet, il commande, ou il va à la pharmacie, on va lui donner celui que le pharmacien a, et c'est très souvent pas le bon. Et les patients ont l'impression que ça n'a pas marché, mais c'est juste qu'ils n'ont pas pris la bonne souche. En plus, dans l'intestin irritable, si vous voulez, c'est un traitement qui peut être prolongé sur des mois, et ça a un certain coût puisque ce n'est pas remboursé. Oui. Donc, il faut prendre le bon, parce que sinon, vous achetez quelque chose qui ne serait pas pertinent. Oui. Le sous-titre de votre livre, c'est « Votre nouvelle ordonnance pour être en bonne santé ». Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous ne proposez pas que, on va dire, des prébiotiques, des probiotiques. Je ne veux pas me tromper dans la nomination, mais vous proposez aussi beaucoup de règles hygiéno-diététiques pour aller avec. Est-ce que ça veut dire que c'est indispensable de mélanger les deux ? Tout à fait. La médecine microbiotique, c'est un concept que j'ai créé et qui associe plusieurs choses. Il n'y a pas que les probiotiques, il y a les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est donc la nourriture, c'est-à-dire le carburant de nos bactéries. Nos bactéries, pour bien fonctionner, elles ont besoin de carburant et elles vont les tirer des fibres, c'est-à-dire des légumes, des fruits, des légumineuses et des céréales complètes. Ça, c'est les prébiotiques. C'est le premier axe de la médecine microbiotique et c'est l'axe préventif puisque tout le monde doit consommer au moins 30 grammes de fibres par jour, c'est-à-dire en gros 150 grammes de crudités, 150 grammes de légumes cuits, de fruits et 100 grammes, pour donner des exemples concrets, de légumineuses ou de pain complet, tous les jours. Donc c'est beaucoup, pour arriver à ces fameux 30 grammes qui sont la quantité requise pour booster notre microbiote. Donc ça, c'est l'axe préventif qui est valable chez tout le monde. Et si tout le monde faisait ça, et une étude récente a montré qu'en France, il n'y avait que 14% des Français qui consommaient la quantité de 30 grammes de fibres, donc une personne sur 7 seulement. Ouais. C'est-à-dire dans la rue, 6 sur 7 ont une carence en essence pour ces bonnes bactéries. Ouais. C'est fou. Hein. Voilà, donc c'est considérable. Donc vous voyez, c'est simple à mettre en place quand on le sait. Mais encore faut-il le savoir. Il y a les probiotiques, donc c'est les bactéries vivantes en gélules, qui sont adaptées à chaque cas, qu'on trouve d'ailleurs dans certains aliments, par exemple dans le pain au levain, dans le fromage, ou dans les cornichons au saumur, par exemple. Et puis vous avez les postbiotiques. Les postbiotiques, c'est des substances fabriquées par nos bactéries. Et ces postbiotiques ont un effet anticancéreux et aussi métabolique, c'est-à-dire en termes de régulation de la glycémie, du cholestérol, etc. Et l'un des axes aussi donc, de la médecine microbiotique, c'est l'exercice physique, puisque l'exercice physique, on sait très bien qu'en France, mais dans plein de pays industrialisés, on est carencé, c'est-à-dire que la quantité, le volume requis, si vous voulez, c'est 3h30 par semaine, ou 30 minutes de marche rapide par jour. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'à ces quantités-là, l'organisme va fabriquer des substances qui vont permettre, donc des substances qui s'appellent des acides gras à chaîne courte ou postbiotiques, et c'est ces substances qui sont anticancéreuses notamment. Donc l'exercice physique fait partie intégrante de la médecine microbiotique. Oui, c'est ça, il faut vraiment prendre les choses dans sa globalité. Voilà. Combien de temps il faut à peu près pour rééquilibrer son microbiote ? Alors, tout dépend, c'est une excellente question et qui est il est quasiment impossible d'y répondre, puisque tout dépend en fait du microbiote de départ. Si vous avez un bon microbiote, on va prendre 2 exemples concrets. Vous faites une tourista. Votre microbiote, il va avoir une dysbiose, donc un déséquilibre, c'est normal, qui va durer quelques semaines. S'il est résilient, c'est un terme important, qui est à la mode sur le plan psychologique, enfin à la mode à juste titre d'ailleurs, mais aussi sur le plan du microbiote. Si le microbiote est résilient, eh bien en quelques semaines, on va revenir à l'état normal, comme une balançoire qui reviendrait à son point de départ. Si en revanche, il est déséquilibré au départ et que vous avez plusieurs épisodes d'agression, on va dire, une infection, prise d'antibiotiques aussi, etc., eh bien à ce moment-là, vous pouvez développer une dysbiose chronique et donc
l'impossibilité de revenir au point de départ. Et c'est là qu'est le problème, si vous voulez, puisque c'est là que commencent à se développer les maladies. On sait par exemple que pour l'intestin irritable, si vous faites une infection digestive, type tourista ou gastroentérite virale sévère, vous avez un risque multiplié par 5 d'avoir un intestin irritable. Donc vous voyez que tout est lié. Donc ce que je dis souvent à mes patients, c'est que c'est absolument capital de prendre soin de ce trésor qu'on a dans notre corps, qui est notre microbiote, et on peut, en s'en occupant bien, c'est-à-dire en lui donnant à manger comme il faut et en faisant attention à la manière dont on se comporte dans la vie, en faisant du sport, etc., se prévenir d'un nombre très important de maladies. Et au sujet, j'en ai parlé un petit peu en introduction, des psychobiotiques. Qu'est-ce que sont ces psychobiotiques ? Alors les psychobiotiques, c'est donc des probiotiques ou des prébiotiques d'ailleurs. Le terme psychobiotique regroupe les deux, prébiotiques et probiotiques, mais on va parler des probiotiques. C'est des souches qui ont été identifiées chez l'humain comme ayant une influence sur le cerveau. C'est-à-dire qu'elles vont modifier le microbiote dans le bon sens et elles vont augmenter la fabrication par l'intestin de la sérotonine. Je vous rappelle au passage que la sérotonine, qui est la fameuse hormone du bonheur, est fabriquée à 90% par l'intestin et pas par le cerveau. Ouais. Que ça va faire baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress, et donc, par voie de conséquence, ça va envoyer des informations au cerveau positives et ça va réduire stress, anxiété et même troubles de l'humeur. Donc les psychobiotiques, c'est un outil très intéressant pour lutter contre ces problèmes-là. Alors depuis le départ, on parle du microbiote intestinal, mais il existe d'autres microbiotes dans notre corps. Est-ce qu'ils sont tous interconnectés ou est-ce qu'il y a tous une connexion entre ces microbiotes ? Oui, ils sont interconnectés et on découvre tous les jours. On a pensé au début que chaque microbiote, mais c'est ça la science évolue tous les jours. On a pensé que les microbiotes étaient indépendants les uns des autres comme un organe. En fait, ils communiquent tous. L'intestin, par exemple, qui est le patron du corps humain, va être connecté avec le tissu graisseux, avec le foie, avec le cerveau, etc. Avec le vagin aussi pour tout ce qui est dysbiose vaginale, donc avec, par exemple, les mycoses vaginales à répétition, etc. Donc, ils sont tous interconnectés. On a pensé longtemps que les urines étaient stériles. Et en fait, les urines, ce n'est pas stérile, puisqu'il y a un microbiote urinaire. D'accord. Donc, on pensait aussi que dans les poumons étaient stériles. Les poumons ne sont pas stériles, il y a un microbiote pulmonaire. Voilà, donc il y a un microbiote dans chaque organe, en fait, il n'y a pas d'organe stérile, ils communiquent tous entre eux, et il y a des microbiotes qu'on traite bien aujourd'hui et d'autres pas encore. Et est-ce que c'est possible, justement, j'allais vous demander, est-ce que c'est possible d'agir sur tous ces microbiotes ou pour l'instant on ne peut agir que sur le microbiote intestinal ? Alors on peut agir sur plusieurs microbiotes, microbiote intestinal bien sûr, et par voie de conséquence sur le cerveau, l'obésité, le diabète et puis la maladie du foie gras, la fameuse NASH, vous savez, sur le vagin, puisqu'il y a la dysbiose vaginale, donc il y a des probiotiques qui existent par voie orale mais aussi par voie vaginale. Qui permettent de rééquilibrer et d'éviter que les femmes ne fassent des infections récidivantes. Ça peut être des mycoses, mais ça peut être aussi la vaginose bactérienne, par exemple. Et puis, il y a au niveau de la peau, on sait que la dysbiose cutanée est à l'origine de plein de maladies de peau. L'eczéma, l'acné, le psoriasis. Et aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique essaye de développer des produits probiotiques, donc locaux, pour rééquilibrer le microbiote de la peau et donc agir sur le fond. Parce qu'en fait, quand vous avez un eczéma et que vous prenez des corticoïdes, certes, vous allez diminuer l'inflammation, mais le fond du problème, c'est la dysbiose cutanée au niveau de la peau. Donc, il faut rééquilibrer la peau, donc la flore, et là, du coup, ça va traiter le fond de la maladie. Vous voyez ? Et puis, il y a d'autres, je vais donner un contre-exemple, par exemple, où on n'a pas d'action aujourd'hui, ou quasiment pas, c'est les poumons, par exemple. On n'a pas de produits, par exemple, sous forme d'aérosol ou autre, qui pourraient agir sur le microbiote pulmonaire et éviter, par exemple, les infections, la dilatation des bronches, etc. Mais on a découvert aussi récemment quand même que le microbiote pulmonaire était connecté donc, au microbiote intestinal et quand même, qu'en rééquilibrant le microbiote intestinal, on avait un certain effet sur le microbiote pulmonaire.
Vous voyez, c'est fascinant. Ah oui, c'est fascinant, parce que c'est exactement le mot que j'allais utiliser. C'est fascinant, il reste tellement de choses à découvrir. On pourra en parler, je pense, pendant des heures aussi. Des heures. Malheureusement, il faut bien qu'on mette un terme à cette émission. Est-ce que vous pourriez, je ne sais pas, peut-être donner un mot de conclusion pour résumer toute cette médecine microbiotique? Oui, je pense que la médecine microbiotique, c'est la révolution médicale du 21e siècle. C'est ce que j'écris dans mon livre, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer dans les prochaines années. Bon, c'est à la fois doux et naturel, puisque si vous voulez prendre des probiotiques, donc des bactéries vivantes qu'on a déjà à 39 000 milliards à l'état naturel, c'est logique et naturel. Les prébiotiques, c'est donc une alimentation saine. L'exercice physique, c'est très sain et ça fabrique des substances postbiotiques. Donc c'est doux et naturel. C'est révolutionnaire parce que déjà on a une action, mais dans quelques années, on aura une action encore plus grande, c'est-à-dire au fur et à mesure du temps. On prendra le microbiote à la naissance, on aura une cartographie, si je puis dire, par individu, et tout au long de la vie, on pourra rééquilibrer le microbiote pour éviter la survenue des maladies. Et on peut, d'ores et déjà d'ailleurs, les chercheurs le font, ce n'est pas encore faisable, si vous voulez, à l'échelon individuel de la population, mais on peut, en étudiant le microbiote d'un individu, prédire le risque de cancer du côlon, par exemple. Et donc, du coup, sélectionner les patients qu'on devra dépister par la coloscopie, juste en faisant une analyse de sel. Donc vous voyez, on est au début de tout ça, et ça va être la véritable révolution, et dans quelques années ou quelques dizaines d'années, la médecine d'aujourd'hui aura été complétée très très largement par la médecine microbiotique. Et donc toutes ces informations, on peut les retrouver dans votre livre, et on peut les retrouver également sur un site internet. Tout à fait, j'ai créé le site officiel de la médecine microbiotique, qui est médecine-microbiotique.com. Exactement, et qui n'est pas lié à aucune compagnie pharmaceutique. Voilà, tout à fait. Donc, moi, je suis, comme je le dis parfois, aucun lien avec l'industrie pharmaceutique, aucun lien avec l'industrie agroalimentaire. Je dis, toutes ces informations, je les livre en toute indépendance intellectuelle. Merci beaucoup, Dr Berrubi, pour toutes ces informations et tous ces espoirs aussi qu'on peut entendre dans votre discours. Merci à vous. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet Fréquence Médicale, Fréquence Officine ou Pourquoi Docteur et sur nos chaînes YouTube éponymes. Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires et réactions sur nos pages Instagram, Twitter ou Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission sur le plateau de Des mots, un livre, évidemment. Thank you.